Alors, Olivier Piacentini, pour cet ouvrage que je rappelle, Olivier Piacentini, Le mirage mondialiste, comment l'oligarchie manipule l'opinion, les éditions de Paris. Notre entretien fleuve va maintenant s'achever. Nous avons donc développé à la fois les dangers de cette mondialisation, le mirage qu'il constitue, et puis nous avons commencé à regarder, nous allons terminer là-dessus, sur finalement sa mise en application au travers de cette gestion de la crise sanitaire, avec tous les éléments, que ce soit la dictature sanitaire, que ce soit, semble-t-il, une séquence aujourd'hui presque du transhumanisme qui nous est proposée. En tout cas, on teste un certain nombre de choses avec la gestion de cette crise sanitaire. J'aurais aimé qu'on termine, puisque je rappelais à l'origine que vous êtes un ancien élève de l'Institut d'études politiques de Paris, section économique et finances, donc les questions financières, évidemment, n'ont pas de secret pour vous, Olivier Piacentini, et on parle beaucoup aujourd'hui, alors il faut peut-être faire attention aux théories complotistes sur le sujet, mais on nous explique que finalement, cette pandémie arrive juste au moment où, dans le cadre du forum de Davos, il nous a été expliqué par les grands argentiers, par ceux qui dirigent le monde économique, industriel et de la finance aujourd'hui, nous serions appelés vers un Great Reset, une grande réinitialisation, pour employer une expression française. Est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer, Olivier Piacentini, ce que c'est que ce Great Reset et en quoi, finalement, ce qu'il se passe aujourd'hui avec cette pandémie de coronavirus pourrait servir les intérêts de ceux qui défendent cette idée de grande réinitialisation? Olivier Piacentini. Alors, j'ai fait une vidéo au mois de janvier qui a eu un grand succès qui s'appelait Le méga crack aura bien lieu. Et cette vidéo, en fait, reprenait le titre d'un article des Échos de juillet 2007 qui s'appelait Le méga crack n'aura pas lieu. Et il a eu lieu un mois après. Bonjour, les prédictions du journal de référence économique mondial, enfin français, d'ailleurs à M. Bernard Arnault. Bon. Et là, j'ai vu en fin de l'année dernière un article alors, qui m'a paru ressembler au même article, mais 13 ans après, interview du patron de Goldman Sachs, M. Salmon, qui explique que les banques sont en forme, hein, qu'elles ont, je dirais, été plus rigoureuses dans leur processus de gestion, qu'elles s'étaient autorégulées, qu'il n'y avait pas de crainte de krach boursier, parce que les banques s'étaient remises à flot, aux normes, et que maintenant elles ne déconnaient plus, excusez-moi l'expression, comme avant. Bon. Alors, j'ai fait juste remarquer qu'avec 300% d'endettement par rapport au PIB mondial, le monde n'a jamais été aussi endetté. Les bourses n'ont jamais autant monté, mais sur la base, je dirais, de produits spéculatifs dont on ne connaît même pas les implications, l'impact, les tenants et aboutissants. Enfin, avec la titrisation, ce sont des tas de titres pourris qui sont métastasés dans l'ensemble de la sphère financière et jusque chez le petit épargnant, donc il n'en sait rien, mais voilà. Et donc, il me semblait que le méga crack, on n'y échapperait pas. Que M. Salmon essayait de rassurer tout le monde, qu'ils maintiennent son argent chez eux. Et puis, également, alors, dans l'article, il y avait aussi autre chose. On disait, oui, alors, s'il y a un problème, ça ne viendra pas de nous. C'est à cause de la guerre commerciale États-Unis-Chine. Et oui, on trouve un bouc émissaire. Alors, j'avais rappelé dans cette vidéo que Trump avait taxé pour 500 milliards d'euros de produits chinois. Bon, ça ne veut pas dire que le commerce allait s'arrêter sur ces produits. Ça veut dire qu'il les a taxés pour qu'il y ait une contraction de ce commerce. 500 milliards d'euros. Et l'endettement du monde, l'empilement de la dette mondiale, c'est 300 000 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, le risque, il est là, sur la masse gigantesque de prêts à risque qui risque de faire effondrer le système. Alors, vous imaginez, on parle de 500 milliards d'euros d'un côté, évidemment, c'est beaucoup, 500 milliards d'euros, de l'autre, 300 000 milliards d'euros. Et M. Salmon nous explique que le danger, il est du côté des 500 milliards. Oui, le reste, c'est lui qui est derrière. Enfin, bon, lui est tout peu. Donc, il me semblait qu'en fait, ils étaient en train de préparer l'opinion à un krach, mais en expliquant que le krach, c'était pas eux, ce coup-ci. Pas comme la dernière fois. Vous voyez? Bon. Là-dessus arrive évidemment la crise du Covid. Splendide, non? Là, il n'y a même plus besoin de s'en prendre à Trump ou au truc, au machin, parce qu'apparemment, ça n'avait pas trop passé. Eh ben oui, le grand reset va se faire sur la base du Covid. Et il va se faire comment? Il va y avoir un écroulement financier un de ces jours, c'est évident, hein, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce que là, il y a une création monétaire folle. Enfin, vous vous rendez compte? Alors là, quand je vous parlais du taux d'endettement mondial, c'était l'année dernière. Hein.
Là, je ne vous parle pas maintenant. Hein. Parce que imaginez, avec des contractions de PIB de 12 à 12%, il a fallu emprunter sur les marchés pour arriver à maintenir nos économies, je ne dirais même pas à flot, mais enfin, à peu près en état de survie, quoi. Bon. Donc, le problème s'est encore aggravé. Le crack financier, me semble-t-il, aura lieu, mais alors, ils ont déjà prévu, puisqu'il y a la fameuse directive européenne BRRD, qui permet aux banques de se renflouer en fonctionnant sur l'argent des clients. Bon. Donc, ce grande recette, je pense que c'est vouloir refonder je dirais, le système financier sur des bases nouvelles en évitant que les financiers ne perdent leur chemise et leur slip, hein, et évidemment en tapant dans les bourses des gens modestes, des épargnants normaux, je dirais. Et puis, deuxièmement, ce grand recette, moi je vois aussi autre chose, je vois une tentative pour capter le patrimoine des gens et renforcer la concentration du patrimoine entre les mains des mêmes. Et il me semble que la politique qui est suivie actuellement par le gouvernement de M. Macron, qui consiste à fermer les bars, les restaurants, les commerces, ce qu'aucun autre pays européen ne fait, contrairement à ce qu'on dit. Hein. Il y a des couvre-feux, il y a des protocoles. Personne n'a fermé les bars et restaurants. À part nous. Les commerces n'ont été fermés nulle part. Bon. Donc, il me semble qu'il y a quand même une tentative véritablement d'appropriation du patrimoine et de concentration, d'augmentation de la concentration du patrimoine, toujours entre les mains des mêmes. On profite de la situation pour renforcer son pouvoir. Vous avez aussi une accélération de la numérisation du commerce au détriment des commerçants, au détriment même des restaurateurs, hein, avec tout ce qui est Uber Eats, les Amazon, etc. Enfin, vous voyez, tout ce qui va aujourd'hui, le pouvoir économique se déplace encore plus vers l'effort, hein, avec les mesures qui ont été prises. Donc, je pense véritablement qu'on veut nous faire basculer dans une société où nous serions privés d'un certain droit à la propriété et du droit de commercer, et une captation du commerce toujours plus forte vers la pyramide d'en haut. Olivier Piacentini, une dernière question. On a bien entendu tout ce que vous prévoyez, et qui me semble en effet aller être de simple bon sens, de bonne logique, même pas de bon sens. C'est la logique des choses que ce crash final que vous prévoyez. Alors, étant donné que vous faites partie d'un gouvernement de relève national, si demain, eh bien, le pouvoir venait à vous échoir, qu'est-ce que, à part cette grande réinitialisation, qu'est-ce que vous proposez d'autre avec les éléments, les agrégats constants, c'est-à-dire avec cette dette absolument monstrueuse? Si demain vous étiez aux affaires, Olivier Piacentini, quelle alternative justement à cette grande réinitialisation défendue par les mondialistes sont peut-être à l'origine de ce qui est arrivé, on est bien d'accord, mais est-ce qu'il y a une alternative aujourd'hui? Nicolas, vous vous rappelez peut-être du discours que j'avais tenu à Montauban devant les volontaires pour la France. J'espère que vous en rappelez et j'espère que ce discours a été entendu par tous nos amis militants sympathisants de ce mouvement. Je vous avais dit qu'on ne pourra pas traîner cette dette ad vitam aeternam. Cette dette est une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, une épée de Damoclès qui est entre les mains de l'oligarchie financière. Cette dette, c'est très simple. Ça fait 30 ans que nous nous endettons, nous ne remboursons jamais cette dette. Quand les prêts, les échéances arrivent au bout, on contracte de nouveaux prêts pour rembourser les précédents. Sauf qu'à ce moment-là, nous sommes sous le risque d'une flambée des taux d'intérêt. Parce que si les taux d'intérêt qui sont actuellement exceptionnellement bas venaient à augmenter, nous ne serions plus en mesure de payer. Et c'est le budget de l'État qui, à tout moment, peut être mis en doute. De la même manière que ces titres de dette français sont échangés sur les marchés, il peut y avoir une spéculation demain contre la dette française pour X raisons, et notre pays se retrouver en faillite complète du jour au lendemain, simplement parce qu'on a des plus ou simplement parce qu'il y a des rumeurs ou ce que vous voulez. Bref, nous ne sommes plus maîtres de la situation. Il faut impérativement, j'en suis convaincu aujourd'hui, je n'étais pas convaincu il y a 2 ans, mais là aujourd'hui, tel que je vois l'évolution des choses, il faut se débarrasser au moins d'une partie de la dette. Mais comme je l'avais expliqué, pour se débarrasser d'une partie de la dette, il faut se remettre dans les clous. Pourquoi? Parce que comment pouvons-nous nous débarrasser de la dette? Il faut que nous n'ayons plus besoin de nouveaux financements. Donc il faut que nous soyons en excédent. Excédent budgétaire, excédent commercial. Si nous sommes en excédent budgétaire, en excédent commercial,
nous pouvons dire à nos créanciers, écoutez, là, il va falloir que vous pratiquiez des coupes, hein. Là, voilà. Et puis, si ils nous financent plus, on s'en fiche. De toute façon, nous dégageons des excédents. Vous comprenez? Dans la situation actuelle de la France, si nous décidions de ne pas payer les prêts, nous n'aurions plus un rond dans les distributeurs du jour au lendemain, puisque nous sommes en déficit permanent. Donc, ils nous prêteraient plus, nous prêteraient plus d'argent pour combler les trous, et du jour au lendemain, nous serions exactement comme l'adresse. Et je vous avais parlé, il y a 2 mois, je vous avais fait une comparaison avec la situation de l'Italie. Est-ce que vous en rappelez? Vous avez dit l'Italie, elle, est en excédent budgétaire. Et l'Italie est en excédent commercial. Et donc, elle, aujourd'hui, peut se permettre de réclamer des coupes dans la dette. Je vous avais dit ça il y a 2 mois. Eh bien, la semaine dernière, c'est ce que le gouvernement italien a fait. Le gouvernement italien, par le biais d'un secrétaire d'État auprès de la présidence du Conseil qui s'appelle M. Freccero, a demandé à la BCE de pratiquer des tailles dans le montant de la dette italienne, qu'elle ne pouvait pas payer, que c'était trop lourd pour elle, et que voilà. Et elle peut se permettre de le faire tout simplement parce qu'elle a un excédent budgétaire primaire, et donc, si elle ne paie pas sa dette demain, elle peut continuer à survivre. Certainement en difficulté, mais elle peut continuer à survivre. Et elle peut se servir de cet argument, en tout cas, pour faire pression sur la BCE ou sur d'autres créanciers, et leur dire maintenant, vous revoyez nos conditions. Parce qu'elle est en excédent commercial, et on est en excédent budgétaire. Nous sommes en déficit des 2 côtés, nous sommes donc prisonniers de cette dette, tant qu'on n'aura pas remédié à ça. Donc, ce que je préconise, moi, c'est remise dans les clous de tous nos comptes, en particulier en taillant dans la fraude sociale, dégraissant les effectifs de fonctionnaires, dans certains endroits, évidemment, il ne s'agit pas des policiers, les enseignants, bon. Mais il faut dégraisser le mammouth qui devient colossal, hein. Vous savez, cette année, la dépense publique atteint 63% du PIB. Mais c'est effrayant. Mais on se rapproche de l'URSS quand même, là, aujourd'hui, hein. Bon, donc il faut arrêter tout ça, il faut se remettre dans les clous d'une société libérale normale, vous voyez, pas une société libérale où les gens, mais une société normale où les gens, je dirais, peuvent travailler, les commerçants ne sont pas accablés de charges de charges de taxes d'impôts, les entreprises, il faut relocaliser les entreprises en leur permettant d'être moins taxées, elles sont beaucoup plus taxées que tous les concurrents, y compris européens. Et une fois qu'on aura fait ce travail, eh bien, il va falloir demander des abandons de notre dette. Et parce que de toute façon, nous ne serons plus un pays libre tant que nous avons ce fardeau sur le dos de l'Union européenne, tout ce que vous voulez. Avec une dette pareille, je suis désolé, la France n'est pas libre. Et le général de Gaulle le savait. Dans son livre Mémoire, Le pouvoir et la vie, Giscard d'Estaing expliquait que chaque année, quand il présentait son budget au général de Gaulle, le général de Gaulle lui posait la première question: j'espère qu'il est en équilibre, parce que je ne veux pas qu'il y ait une seule personne qui puisse avoir à nous imposer quoi que ce soit à nous Français. Ça aurait pu être un mot de conclusion, Olivier Piacentini, mais finalement, ce que vous dites m'oblige à vous poser une ultime question qui semble être aussi la logique, c'est-à-dire que, très bien, abandonnons la dette. Vous faites référence à des pays, l'Italie ou demain la France, et d'autres pays qui sont tout aussi endettés ou pratiquement aussi endettés. Oui. Tout dédit, toute banqueroute, tout refus de paiement de la dette de ces États aurait des conséquences systémiques considérables et provoquerait justement ce crash, cet effondrement financier. Ah oui, là, il y a un effondrement du système derrière. Donc, il y aura donc de toute façon, il y aura que finalement, j'ai envie, les gens, s'ils vous ont bien écouté, s'ils sont d'accord avec vous, ils se disent, dans un cas, avec la grande réinitialisation et les théories et les pratiques de la mondialisation financière aujourd'hui, nous aurons un crash. Et puis, si on écoute Olivier Piacentini, on aura aussi un crash. Non, mais alors là. Attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, préciser que vous puissiez répondre éventuellement à la question. C'est est-ce que ça n'aura pas des conséquences très importantes sur la société de demain? C'est-à-dire, moi, quand vous dites, on va revenir à avant, on va revenir à une société libérale comme avant, peut-être en phase intermédiaire avant le dédit financier, mais vous imaginez bien que, vu ce que vous proposez, et c'est le cas aussi dans un cadre de Great Reset, le monde, il est impensable
à moins d'être totalement démagogue, de faire croire aux gens, que ce soit votre solution qui soit retenue ou que ce soit celle des mondialistes, que nous reviendrons à une situation antérieure aux 30 Glorieuses. Non, mais moi, je n'ai pas parlé d'une situation antérieure aux 30 Glorieuses. Alors, quelle société demain, quelle prospective, quelle société demain? Pour la simple et bonne raison. Si on applique vos théories, quelle société demain vous préconisez? On ne reviendra jamais aux 30 Glorieuses pour la bonne raison que sous les 30 Glorieuses, nous n'avions pas de concurrents sérieux. Et il n'y avait pas de dette. Il n'y avait pas de dette, il n'y avait pas de concurrent sérieux. Oui, mais là, écoutez, il est illusoire de penser qu'on retrouvera la moindre prospérité avec un taux d'endettement comme nous l'avons aujourd'hui. Cette dette colossale, l'Italie l'a depuis longtemps. Et c'est ça qui la plombe. Et c'est ça qui la plombe depuis des années. C'est-à-dire que l'Italie est en excédent budgétaire primaire, mais malgré ça, elle doit payer ses intérêts de la dette et ça étouffe son économie. Une dette qui est toujours à peu près 20 à 30% supérieure à la nôtre. Les phases se suivent et c'est comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, la France ne peut pas tenir un endettement pareil et le fond des pays ne peuvent pas tenir un endettement pareil. C'est illusoire. C'est pas la question. C'est pas la question, Olivier Biasantini. Vous voulez dire vers quelle société on va? Moi, je vais vous dire, ce rapport de force, moi, je vais vous dire, cette histoire de dette, c'est une histoire de rapport de force entre les États et le monde de la finance. C'est un rapport de force. C'est-à-dire que tant qu'on est dans ce rapport de force, les endettés et les soumis, ben, nous allons évoluer vers une société où nous allons devenir des valets de la finance, qui, encore une fois, ne veut pas notre bien. Elle veut nous s'emparer de ce que nous possédons. Elle veut détruire nos frontières, détruire nos nations, détruire nos souverainetés. Donc, en engageant ce bras de fer, on va bien au-delà de la simple question de la dette. C'est par la dette que l'oligarchie est en train de supplanter les États. Par la dette, il va falloir les contrer. Mais d'accord. Mais c'est pas la question. Pour les contrer, il va falloir s'en donner les moyens. C'est pas ma question, Olivier. Ma question, c'est comment les États-nations que vous espérez voir revenir au premier plan, dans l'univers de demain, qui est un univers où justement le système financier se sera totalement écroulé. Quelle est la société de demain? Est-ce que vous donnez droit, par exemple, à certaines théories, je dirais, des décroissances, ou en tout cas de croissance modérée? Du tout, moi je ne crois pas à la décroissance du tout. Alors après, on adapte notre croissance. Alors comment vous allez faire de la croissance avec très peu de ressources et aucun moyen financier de levier? Mais qui vous dit qu'on n'aura aucun moyen financier de levier? Parce que vous pensez réellement que si certains États se dédient sur le plan de la dette, le système financier est basé sur la dette, dont le développement est basé sur la dette, pourra s'en remettre? Mais écoutez-moi, vous le savez très bien. Une nouvelle société. Mais Nicolas, la dette est souhaitable dans la mesure où elle finance des investissements, où elle reste payable. Mais si la dette ne sert qu'à payer les comptes courants, c'est-à-dire la gestion courante des États, et devient insoutenable, il y a un moment donné, vous ne pouvez pas continuer dans ce sens-là. Donc, il faut arrêter. En arrêtant, effectivement, vous prenez l'initiative de sabrer le système financier, mais je vous signale que c'est ce système financier qui vous place depuis des années tel, qui vous écrase. Quand on vous dit l'oligarchie vous écrase, c'est essentiellement ce pouvoir financier considérable qui génère de l'argent avec de l'argent qui est en train de nous écraser. Donc, je maintiens, il faut s'attaquer à ça. Il faut affaiblir sa puissance. Olivier Piasantini, je vais poser la question autrement dans ce cas. Un système, quel qu'il soit, économique, financier, est basé sur le principe de confiance. Demain, à partir du moment où il n'y a plus de remboursement de dette, comment vous rétablissez la confiance? Comment vous rétablissez la confiance demain? Avec quel système économique? Mais écoutez-moi, quand vous dites que le système est basé sur la confiance, je suis bien d'accord avec vous, mais vous avez confiance, vous, dans le monde de la finance? Excusez-moi, est-ce que vous avez confiance dans un monde de la finance qui vous vend des produits d'épargne qui sont vérolés par des titres de dette pourris qui sont injectés par le biais de la titrisation à peu près partout? Vous avez confiance, vous? Pourquoi la confiance irait toujours dans le même sens? La confiance va toujours dans le même sens parce que nous sommes toujours les demandeurs. Et comment rétablir la confiance une fois que l'on s'est dédié sur le plan des dettes? Comment demain, comme vous le dites, écoutez-moi, la dette? Mais Nicolas, le vrai problème aurait déjà dû être résolu il y a 10 ans. Non, mais parce que vous dites ça, mais il y a 10 ans. Non, mais je suis le problème n'était pas le problème d'une défaillance des États. Non, mais laissez-moi finir ma démonstration, s'il vous plaît. Il y a 10 ans, le problème n'était pas celui d'une défaillance des États. Le problème était celui d'une finance qui s'est écroulée. Et ce sont les États qui sont venus à son secours.
Et donc, les États se sont endettés pour venir enflouer des banques. Des banques qui ensuite ont attaqué les États parce qu'ils étaient trop endettés et ils s'étaient endettés pour les renflouer. Alors, quand vous parlez d'une masse de confiance, il faudrait peut-être se dire que ceux qui sont les moins dignes de confiance depuis le début, c'est le monde de la finance. Et que, à ce moment-là, au moment où les États ont renfloué les banques qui étaient en faillite, ils auraient dû les contraindre à une régulation stricte, les contraindre à rentrer dans des normes sérieuses, à limiter la spéculation financière. Elles ne l'ont jamais fait. Eh bien, aujourd'hui, on peut le refaire en se mettant en situation de faire défaut sur la dette en considérant qu'une partie de cette dette était liée au renflouement des banques. Vous pouvez même l'expliquer politiquement comme ça, et vous dites que là, on ne peut plus continuer sur cette base-là et qu'il faut remettre je dirais, le monde de la finance d'aplomb et dans des règles strictes et non plus faire n'importe quoi. Donc, c'est bien ce que je dis, Nicolas. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Piacentini. Nous sommes d'accord sur l'ensemble. Je vous dis seulement que vous ne ferez pas et nous ne ferons pas demain l'économie d'un nouveau projet de société qui sera mais ça, je suis bien, mais je suis d'accord. Et ça, c'est un élément supplémentaire que nous pourrons développer, j'espère. Mais je suis bien d'accord. Mais je veux vous dire par là, dans un nouvel entretien futur. Je veux vous dire simplement, à travers ce que j'ai dit, que le monde de la finance a pris une importance qui va bien au-delà de ce qui est nécessaire à la société. C'est-à-dire qu'il y a une bulle financière qui enfle, qui va au-delà des besoins réels de la société et que, force d'enfler, eh bien, elle écrase tout le reste. Je pense qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de la remettre à sa place, c'est peut-être de ne pas payer sa dette. Eh bien, nous l'avions bien compris. Merci, Olivier Piacentini. Le mirage mondialiste, comment l'oligarchie manipule l'opinion, les éditions de Paris, pour les volontaires pour la France. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir à tous. À très bientôt.